Cette session proposée par le PCN-ERC est dédiée à la préparation des candidats à l'appel Consolidated Grant 2026. À cette occasion, nous prendrons en compte les modifications issues du Work Programme 2026. Après avoir posé le contexte et fourni quelques rappels généraux sur les appels ERC, nous examinerons en détail le processus et les critères d'évaluation, puis nous détaillerons le contenu et le rôle des différentes parties du dossier. Nous vous donnerons enfin quelques chiffres et quelques liens utiles dans le cadre d'une candidature. Commençons par quelques rappels. L'ERC a pour seule mission de soutenir la recherche de plus haut niveau en Europe. Sous le programme cadre Horizon Europe, il reste positionné au sein du premier pilier dédié à l'excellence scientifique. Sa part du budget, à savoir environ 17% du budget global, correspond à environ 16 milliards d'euros pour 7 ans. Comme vous pouvez le voir sur ce graphe, les budgets annuels dédiés aux appels ERC devraient continuer à progresser jusqu'à la fin de Horizon Europe en 2027. Les bourses ERC sont ouvertes aux chercheurs ayant une institution d'accueil située dans un État membre ou un pays associé à Horizon Europe. À noter que les chercheurs déposant avec une institution d'accueil au Royaume-Uni ou en Suisse sont désormais éligibles en tant que pays associé. Ce budget permet de continuer de financer chaque année plus de 330 lauréats Consolidator avec un taux de succès autour de 14%. La description détaillée des appels est disponible dans le programme de travail qui paraît chaque année en général début juillet. C'est ce document qui fait référence. Les appels URC sont maintenant bien en place avec des grandes lignes que l'on retrouve d'une année sur l'autre. Pour 2026, plusieurs modifications ont été apportées sur la structure du dossier et l'articulation entre les différentes parties. Nous y reviendrons par la suite. Chaque programme de travail détaille notamment le calendrier des appels pour l'année. Pour le programme de travail 2026, l'agence exécutive de l'ERC indique que pour l'appel Consolidator 2026, la date limite est fixée au 13 janvier 2026. Donnons-nous quelques éléments clés pour comprendre les spécificités d'un projet ERC. Un projet ERC, c'est une grande question, avec une manière personnelle d'y répondre. Il est demandé de prendre de la hauteur par rapport à l'état de l'art, de se positionner par rapport à celui-ci, c'est-à-dire de montrer son indépendance en matière de réflexion scientifique, mais aussi sa crédibilité, et de proposer une question de recherche centrale et innovante. C'est en cela qu'on dit qu'un projet ERC doit permettre d'aller au-delà des connaissances actuelles. C'est vous qui définissez votre projet. L'ERC est ouvert à toutes les disciplines et tous les sujets de recherche. Ce qui est très important, c'est la dimension de la question scientifique posée, qui doit être en rupture par rapport à l'état de l'art. Il s'agit d'un projet sur 5 ans, avec un montant de financement important, minimum 2 millions d'euros, qui vous permet d'avoir une autonomie financière sur un modèle d'organisation de la recherche par projet. Ce financement va vous permettre de monter une équipe autour de vous, ce qui signifie que vous êtes l'investigateur principal au centre du projet. Ce qui signifie également que cette bourse est attachée à la personne du PI et qu'il est possible de partir à tout moment avec la bourse ERC dans une autre institution ou un autre État membre ou associé. C'est le principe de portabilité. Le seul critère d'évaluation, c'est l'excellence scientifique. Cette excellence repose en priorité sur la portée de la question scientifique exposée, mais également sur la crédibilité du ou de l'API à porter le projet. Et donc, le profil doit être en adéquation avec la question scientifique. Autre spécificité de l'ERC, c'est que l'évaluation scientifique est faite par les pairs, donc uniquement par des scientifiques européens et internationaux. Pour des questions d'organisation, les domaines scientifiques sont structurés en 3 champs disciplinaires, à savoir les sciences humaines et sociales, les sciences de la vie et les sciences physiques et de l'ingénieur. Ces champs sont eux-mêmes divisés en sous-catégories appelées panels, qui sont actuellement au nombre de 28 depuis le Work Programme 2024. La description des panels peut changer d'une année à l'autre. Il est donc important de consulter attentivement la description détaillée et actualisée de la liste des panels que vous trouverez en annexe du guide du déposant. Pour permettre aux candidats de bien choisir leur panel, l'ERC fournit aussi une description plus précise des thématiques couvertes par chaque panel. Cela est par exemple illustré ici pour le panel LS9. De manière plus spécifique, l'appel Consolidator s'adresse à des jeunes scientifiques dont on attend un projet de recherche innovant et exploratoire, ce qui est au cœur de l'ERC.
Mais les candidats à l'appel Consolidator doivent faire preuve d'indépendance. Cela se traduit par exemple par la publication en tant qu'auteur principal, sans son directeur de thèse, ou par la démonstration d'un progrès scientifique majeur à partir du travail qu'il ou elle a effectué pendant son doctorat ou son postdoctorat, ou bien par l'obtention d'un financement compétitif en tant que chef de groupe. Les candidats à l'appel Consolidator doivent aussi démontrer un certain leadership dans leur domaine scientifique, ce qui passe notamment par la formation des nouvelles générations de chercheurs. Il ou elle doit aussi disposer d'éléments concrets prouvant ses compétences. Le montant de la bourse peut aller jusqu'à 2 millions d'euros, auquel peut s'ajouter une enveloppe complémentaire de 1 million d'euros qui peut être demandée pour des motifs qui doivent être dûment justifiés, ce qui recouvre notamment ce qui est indiqué ici. Cette enveloppe complémentaire pourra aller jusqu'à 2 millions d'euros pour les chercheurs établis dans un État tiers qui souhaitent s'installer dans un État membre ou pays associé dans le cadre de l'ERC. L'appel ERC Consolidator s'adresse aux chercheurs qui sont entre 7 et 12 ans après soutenance de leur thèse. Pour l'appel 2026, les candidats éligibles à l'appel Consolidator doivent avoir soutenu leur thèse entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018. L'agence exécutive de l'ERC a d'ores et déjà annoncé des nouveautés au titre du programme de travail 2027 concernant l'extension de la fenêtre d'éligibilité pour les candidats Starting et Consolidator. Concernant le dépôt d'un ERC Consolidator, il pourrait être réalisé par le candidat 5 ans après sa soutenance de thèse réussie et jusqu'à 15 ans après celle-ci. À ces extensions s'ajoutera une règle limitant chaque porteur de projet à un seul ERC Starting et un seul ERC Consolidator au cours de sa carrière. Ces modifications applicables aux appels 2027 devront être confirmées lors de la publication du programme de travail 2027 prévu en juillet 2026. Sous certaines conditions, des extensions de la fenêtre d'éligibilité peuvent être accordées. Ces conditions, listées ici, sont bien identifiées dans la section sur les critères d'admissibilité et d'éligibilité du programme de travail. On rappelle ici qu'elles doivent avoir eu lieu avant la date limite de dépôt des candidatures. Le candidat doit apporter les justificatifs qui seront inclus lors de la soumission de la proposition. Le programme de travail 2026 vient ajouter la mention congé parental en plus de congé maternité et paternité, ainsi qu'un nouveau critère d'extension pour les candidats victimes de violences ayant entraîné un arrêt de travail de plus de 90 jours. Un point important est aussi que le candidat à l'ERC s'engage à passer au moins 50% de son temps en Europe ou dans un pays associé. Il doit également consacrer un minimum de son temps de travail à son projet ERC. Ce temps est d'au moins 40% pour la catégorie Consolidator Grants. Ce temps doit être continu, il ne peut donc y avoir de trou sur la période de 5 ans, mais un lissage est possible. Quelques premiers conseils pour finir ces rappels généraux. Tout d'abord, si l'envie, mais surtout si l'idée que vous voulez mettre en œuvre sont là, n'hésitez pas à y aller. Pour que le projet soit pertinent, il est important de bien comprendre les attendus de l'appel et donc de lire les documents associés, notamment le programme de travail et le guide du candidat. Faites-vous aider, ne vous y prenez pas au dernier moment. Et à l'inverse, prenez le temps nécessaire pour faire mûrir votre projet, pouvoir le relire à tête reposée et le faire relire par d'autres, notamment d'anciens lauréats qui ont l'expérience et peuvent être de très bons conseils. Sachez écouter, mais aussi entendre les critiques et conseils, même s'ils sont contradictoires. Si quelque chose n'est pas clair, c'est sans doute que vous ne l'avez pas assez bien expliqué. Bien sûr, respectez les consignes. Et si votre projet ne passe pas la première fois, dites-vous que vous n'êtes pas le seul, que la compétition est rude et appuyez-vous sur l'expérience acquise et sur vos rapports d'évaluation pour une nouvelle tentative. Nous allons maintenant insister sur les critères et le processus d'évaluation qui vont guider la construction des documents écrits et qu'il est important de bien comprendre pour se donner les plus grandes chances de succès. L'ensemble du dossier contenant la partie administrative et les parties scientifiques est soumis en une fois avant la deadline, mais l'évaluation, elle, a lieu en plusieurs étapes. Après une première phase de vérification de l'éligibilité et de l'admissibilité par les membres de l'agence exécutive de l'ERC, le projet est transmis au panel pour évaluation scientifique. En première étape d'évaluation, seule la partie B1 est évaluée par les membres du panel. Un maximum de 44 projets par panel sont alors retenus
pour passer en deuxième étape. Lors de la deuxième étape sont évaluées les parties B1 et B2 par les membres de panel, mais aussi par des évaluateurs externes, 5 à 8 experts de votre domaine, qui vont rendre leur rapport et pouvoir faire remonter leurs questions. La deuxième étape est aussi composée d'une phase d'audition qui, pour les bourses individuelles, Starting, Consolidator et Advance, ont lieu en distanciel. À l'issue de l'étape 2, les projets sont classés A financé, A sous réserve de budget suffisant, A non financé ou B. Nous allons maintenant entrer un peu plus dans le détail de chaque étape d'évaluation. Un point commun à ces 12 étapes d'évaluation est qu'elles reposent tous deux, avant tout, sur ce qu'on appelle les panels, qui ont un rôle central. Les panels sont au nombre de 28 et ils correspondent aux champs disciplinaires listés plus haut. Chaque panel est constitué d'environ 16 à 18 membres qui sont tous des scientifiques, dont les expertises couvrent la variété de thématiques du panel. Le panel est donc relativement multidisciplinaire. Ces membres siègent par ailleurs tous les 12 ans, moyennant un renouvellement d'un tiers à chaque fois, et leur composition est rendue publique une fois l'appel terminé, ce qui permet de disposer en amont d'un appel une idée relativement précise de la composition d'un panel. Le panel a un rôle central dans l'évaluation, et c'est notamment sur lui seul que repose la première étape de sélection. Il ne dispose à ce stade que de la partie B1 comprenant l'abstract, la partie 1 scientifique et du CV et track record. La partie B1 est lue en détail par 3 membres du panel, dont un rapporteur. Puis la sélection est faite en réunion plénière, après discussion sur l'ensemble des projets soumis à ce panel. Les projets retenus passent ensuite en seconde étape avec 3 grandes différences par rapport à l'étape 1. Tout d'abord, les évaluateurs disposent encore de la partie B1, mais aussi de la partie B2 avec la partie 2 scientifique, qui est une description scientifique beaucoup plus détaillée de la méthodologie du projet. Deuxièmement, des experts évaluateurs extérieurs sont sollicités, spécialistes de votre domaine, et ils rédigent un rapport qui sera transmis au panel. Enfin, les candidats sont auditionnés par le panel qui, seul, décide du classement final en s'appuyant sur les rapports des évaluateurs extérieurs, mais aussi et surtout sur l'audition et sur les discussions internes entre membres de panel. Cette phase d'audition permet au candidat de défendre son projet et au panel de poser des questions pour éclaircir des points qui mériteraient de l'être. Nous ne détaillons pas ici cette étape, mais proposerons un webinaire ciblé à ce sujet en temps voulu lorsque les candidats concernés seront invités à cet oral. Pour ceux qui ne sont pas lauréats, la note obtenue après évaluation du projet conditionne la possibilité ou non de resoumettre dès l'année suivante. Les candidats passés en seconde étape, quelle que soit leur note, A ou B, peuvent resoumettre dès l'année suivante, ainsi que les candidats notés A non invités à l'issue de la première étape d'évaluation. Par contre, les candidats ayant obtenu la note B ou C à l'issue de la première étape d'évaluation doivent attendre respectivement 1 ou 2 ans avant de resoumettre une candidature. Un point capital est aussi de bien comprendre sur quels critères reposent les évaluations. Ces critères sont parfaitement connus à l'avance, puisque les questions précises auxquelles doivent répondre les évaluateurs sont fournies dans le programme de travail. Ils viennent aussi expliciter les attendus de chaque partie du dossier. Le premier critère est celui de la rupture et de l'ambition du projet. Il va être évalué de manière différenciée entre les deux étapes. En étape 1 et 2, sur la base de la B1 du projet, il s'agira d'évaluer l'importance de la question scientifique, ainsi que le caractère ambitieux des objectifs du projet, et comment ils vont faire avancer l'état de l'art pour aller au-delà des frontières de la connaissance. L'enjeu est de convaincre du caractère scientifiquement ambitieux du projet, allant au-delà de l'état de l'art. Pour ce critère de la rupture et de l'ambition du projet, certaines questions sont spécifiques à l'étape 2 d'évaluation et seront évaluées sur la base de la B2 par les membres de panel, mais aussi les évaluateurs externes. Il s'agit d'évaluer d'une part la cohérence de la méthodologie de recherche et du plan de travail pour remplir les objectifs et d'autre part l'adéquation et la justification des ressources allouées pour mener le projet. Vient ensuite le critère lié à l'évaluation du candidat, dont les questions sont les mêmes en première et deuxième étape d'évaluation, à savoir sa capacité à mener un tel projet, l'adéquation entre son expertise scientifique et la proposition,
ainsi que des premiers éléments montrant la capacité du candidat à développer une pensée créative et innovante. Sur la base de ces critères, nous avons listé ici un ensemble de questions qu'il peut être intéressant pour les candidats de se poser pour affiner leur projet. Notamment, quel verrou scientifique mon projet va-t-il lever? En quoi le projet va-t-il au-delà de l'état de l'art? Pourquoi est-ce le bon moment? Ou aussi, en quoi suis-je la meilleure personne pour répondre à l'enjeu? Les réponses à ces questions doivent pouvoir être trouvées aisément dans le projet pour convaincre les évaluateurs. Ayant compris le principe de l'évaluation, nous pouvons maintenant détailler le contenu du dossier et le rôle de chaque partie. Le dossier est constitué de 2 types d'éléments, à savoir les documents administratifs et les annexes justificatives, ici en vert, et les documents scientifiques, les fameuses parties B1 et B2 déjà évoquées, ici en orange. La partie administrative est constituée d'un formulaire à remplir en ligne et d'une partie annexe. Le formulaire en ligne intègre toutes les informations administratives liées au projet et au candidat, mais aussi des éléments additionnels tels que les mots-clés, qu'il faut par ailleurs choisir avec attention car ils servent notamment à identifier les experts. On y trouve aussi le budget qui doit être bien justifié et cohérent avec la proposition scientifique ou encore des aspects liés aux questions éthiques ou de sécurité. La partie annexe est le lieu où déposer les différents justificatifs sous format PDF. Il s'agit d'abord de la lettre d'accord de l'institution d'accueil qui doit être signée, donc ne vous y prenez pas trop tard. Ensuite, il faut un document officiel indiquant la date de soutenance de thèse. En France, c'est normalement indiqué dans le diplôme de thèse, mais il faut toujours vérifier. Et pour finir, il faut aussi savoir que les documents en annexe ne sont pas transmis aux évaluateurs. Donc, il est totalement inutile d'y glisser des documents scientifiques avec l'espoir que cela augmentera les chances de succès de votre dossier. Pour remplir ces parties, faites-vous aider par vos cellules support qui maîtrisent parfaitement ces aspects et surtout, contactez-les le plus tôt possible. Un point d'attention sur les questions éthiques. Vous devrez remplir un questionnaire afin d'identifier les éventuelles questions éthiques qui concerneraient votre projet. Dans Horizon Europe, seuls les projets soulevant des questions éthiques sérieuses et ou complexes feront l'objet d'un suivi particulier par l'ERC. Pour les autres projets, le respect des réglementations éthiques européennes et nationales relève de la responsabilité du Principal Investigator et de son institution d'accueil. Les conventions de subvention ne sont signées par l'ERC qu'après visa sur les questions éthiques. Il faut donc vous assurer dès la conception de votre projet que celles-ci pourront être traitées au sein de votre institution. Pour la partie B1, seule prise en compte en étape 1 de l'évaluation, il faut bien avoir conscience qu'elle sera évaluée par un panel assez large et donc potentiellement non spécialiste de votre thématique. Elle débute par un résumé qui ne doit pas dépasser 2000 caractères, mais qui constitue vraiment la porte d'entrée du projet. Ensuite vient la partie 1 scientifique qui présente le projet de recherche envisagé. Sur 5 pages, celle-ci doit exposer l'état actuel des connaissances, expliquer la question scientifique et les objectifs du projet, et présenter l'approche générale ou la stratégie de recherche pour atteindre ces objectifs. La partie B1 doit convaincre le panel d'évaluation que la proposition présente une idée originale et créative répondant à une question importante dans le domaine de recherche. Elle doit expliquer comment le projet fera progresser les frontières de la connaissance et quelle contribution il apportera au domaine de recherche, c'est-à-dire ce qui pourrait être modifié, ouvert, remis en question ou comment les travaux pourraient transformer la compréhension actuelle du domaine. Enfin, la partie B1 est composée du CV et track record en 4 pages. Depuis 2024, celui-ci se veut narratif afin de mettre en avant ses atouts et son expertise en lien avec le projet scientifique. Le résumé, qui ne doit pas dépasser 2000 caractères, peut être identique à celui inséré dans la partie administrative vue précédemment. Il constitue vraiment la porte d'entrée du projet et il est important de bien le travailler pour immédiatement capter l'intérêt du lecteur et lui donner envie de lire la suite. Vous disposez ensuite de 5 pages dans le cadre de la partie 1. Extended Synopsis, pour convaincre les membres de panel de l'intérêt et de la pertinence du projet.
Un conseil est de dérouler une histoire partant du verrou que vous proposez de lever, expliquant quel est l'intérêt, en quoi il est porteur d'avancées scientifiques et comment vous pensez vous y prendre de manière générale. Si vous faites relire votre projet, appuyez-vous sur vos pairs, mais aussi sur des non-spécialistes dont le regard peut être très utile pour affiner des explications et les rendre compréhensibles, même pour un public large. Viennent ensuite les CV et les track records, sur 4 pages, avec un modèle qui vous est fourni par les RC. Quelques conseils de bon sens. Mettez en valeur tous les éléments en votre faveur. Évitez les jargons. Certains membres du panel peuvent ne pas connaître les systèmes français. Évitez les acronymes. Expliquez ou traduisez tout ce qui mérite de l'être. Cette partie, détails personnels, doit permettre d'apporter des éléments sur votre parcours et d'insister sur vos points forts. C'est le moment de montrer que vous êtes la bonne personne pour réaliser ce projet. Pour commencer, vous pouvez y insérer un court paragraphe sur vous-même, faisant ressortir les points forts de votre parcours et de vos acquis, pour fournir en quelque sorte à l'évaluateur des éléments clés en main en votre faveur qu'il n'aura pas à rechercher par lui-même. Enfin, il est opportun de mettre à jour sa page web personnelle. Les évaluateurs seront peut-être intéressés à aller la regarder. La partie Research Achievements est la plus importante de cette section. Elle doit permettre d'apporter des éléments sur votre capacité à mener des recherches en rupture, de mettre en évidence l'originalité et la créativité de vos travaux. Elle contribue aussi à démontrer que vous êtes la bonne personne à mettre en œuvre le projet. Vous devez lister une sélection de vos 10 productions, 10 résultats de recherche, publications ou autres, qui ne sont plus limités aux 10 dernières années. Chaque résultat de recherche peut être accompagné d'une ligne faisant comprendre au lecteur en quoi ce résultat a fait avancer le domaine et en quoi il démontre la capacité du candidat à mener à bien les projets ERC. Dans la partie Peer Recognition, vous pouvez insister sur vos réalisations, vos responsabilités, vos contributions à la communauté scientifique, ainsi que la reconnaissance qu'elle fait de vos travaux. Pour chaque item, appuyez-vous sur des éléments concrets pour faire comprendre l'importance de ces reconnaissances par rapport à vous-même et au projet. La partie Additional Information a pour objectif de permettre aux évaluateurs de mieux comprendre votre parcours. Expliquez comment vous avez construit votre carrière et l'impact que les événements importants de la vie ont pu avoir dans votre carrière. Restez factuel sur la présentation de l'événement, puis expliquez comment celui-ci a impacté votre parcours de manière concrète. Vous êtes aussi invité à présenter les contributions en dehors de la recherche que vous avez pu apporter à la communauté, avec une brève explication de celle-ci. Ces contributions peuvent être, par exemple, l'enseignement, l'implication dans l'administration de la recherche, la communication grand public, l'évaluation de la recherche, la participation à des comités et autres.
La partie B2 du projet, pour sa part, n'intervient qu'à la deuxième étape d'évaluation et elle ne sera donc lue que pour les projets atteignant ce stade. Sur cette page, il s'agit ici de faire une explication détaillée de la mise en œuvre du projet, incluant la méthodologie de recherche, le plan de travail, l'évaluation des risques et leurs mesures d'atténuation, la justification du budget et de ressources demandées, ainsi que tout autre élément de contexte nécessaire non inclus dans la partie 1. Une annexe doit être jointe, listant toutes les subventions de recherche en cours ainsi que toutes les demandes de financement soumises ou en attente d'approbation pour des travaux liés à la proposition. Les descriptions méthodologiques doivent aussi être très précises, bien structurées, proposant en quelque sorte une feuille de route clé en main pour 5 ans. Les éléments de faisabilité, les niveaux de risque et la matière de les contourner, ou encore les moyens mis en œuvre, sont à discuter au fur et à mesure, pas à pas, pour consolider l'ensemble de la démonstration. Vous pouvez organiser ces explications comme vous le souhaitez, sans contrainte particulière en termes de rubrique, et en insistant avant tout sur la science que vous allez faire. Des illustrations pertinentes sont toujours bienvenues, et vous pouvez aussi insérer des graphes explicatifs, par exemple de type diagramme de Gantt, mais uniquement si cela est pertinent et sans aucune obligation. La partie B2 contient ensuite un tableau dans lequel vous devez expliquer vos financements en cours ou demandés. Ce tableau peut illustrer votre dynamisme scientifique en montrant votre rôle moteur dans de nombreux projets, mais soyez vigilante à éviter toute ambiguïté qui pourrait laisser penser que les objectifs du projet ERC sont déjà couverts, ce qui lui ôtera son caractère de rupture. Ces projets peuvent apporter des preuves de concept et ainsi renforcer la faisabilité du projet ERC. Quelques chiffres et quelques messages pour finir. D'abord, rappelez que les budgets sont attribués par panel au prorata du budget demandé. Donc les taux de succès sont plus ou moins identiques et il n'y a pas plus de chances dans un panel qu'un autre. Le choix du panel doit être uniquement déterminé par la question scientifique du projet. Pour l'appel Consolidator 2024, on observe un taux de succès global de 14,4% avec 328 PI lauréats sur 2267 propositions évaluées. La tendance reste identique aux années précédentes, avec une majorité des dépôts dans le domaine des physiques et sciences de l'ingénieur. Certes, l'ERC est compétitif, mais il est à noter que les taux de succès français sont supérieurs à la moyenne globale. En moyenne 17,6% sur les 3 premières années du programme contre 13,2% en ce qui concerne les starting grants. À noter également que lorsque vous atteignez l'étape 2, alors vous avez environ une chance sur 2 d'être financé. Ceci d'autant plus que les taux de succès augmentent avec les resoumissions, comme le montrent les zones vert foncé sur ce graphique. Les chances de succès sont d'autant plus hautes que le candidat dispose déjà d'une expérience de projet soumis à l'ERC. Un point sur lequel l'ERC insiste aussi régulièrement est que le taux de succès est relativement stable tout au long de la fenêtre d'éligibilité. Donc même pour les Consolidator Grants encore jeunes, il n'y a pas de raison d'attendre si votre projet est mûr. Pour finir, quelques liens utiles. D'abord, le site de l'ERC, sur lequel toutes les informations relatives aux appels sont disponibles. Vous pouvez aussi y trouver des témoignages de lauréats, mais aussi les résumés de tous les projets financés, ce qui peut être par exemple utile si vous vous interrogez sur le positionnement de votre projet par rapport au panel. L'autre site de référence pour un candidat est celui du Funding and Tender Portal, dit portail du participant, sur lequel le projet devra être déposé. Et nous vous conseillons d'y aller très en amont pour vous familiariser et ne pas avoir de mauvaises surprises au moment de la date limite de dépôt. Pour conclure, si vous vous posez encore des questions ou avez besoin d'informations additionnelles, n'hésitez pas à consulter notre site internet ou à nous contacter via notre adresse générique. Nous sommes également disponibles tous les mardis de 13h30 à 14h30 pour échanger en visio avec vous et répondre à vos questions. Le lien est disponible sur notre site web, page PCN à votre écoute. Toute l'équipe du PCN ERC vous souhaite une bonne préparation.